Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, vous revenez ce matin sur ce gros scoop de l'hebdo L'Express cette semaine. Le journal était infiltré par un espion du KGB. Olivier Delagarde nous en a parlé hier. Philippe Grimbach renseignait les services secrets soviétiques depuis 1946. Il se trouve que vous l'avez connu. Oui, et comment souvenir. Alors le KGB, personne n'en savait rien, ne se doutait de rien, ne l'imaginait même pas. Mais je peux vous dire que je garde de lui un très mauvais souvenir. Parce que pour moi, il n'était pas un journaliste, mais un mercenaire aux ordres du patron, JJSS, et acheté pour obéir. Alors la rumeur disait, bien sûr, que Grimbach manquait toujours d'argent. Ceci explique peut-être cela, le KGB. Mais enfin, tout de même, un peu d'histoire. Vous voyez, en septembre 67, JJSS publie Le Défi américain. Premier best-seller français traduit en 7 langues. Le pitch, c'est que le réveil de l'Europe est possible grâce à l'innovation pour éviter de passer sous le contrôle américain. Toute l'Europe le réclamait. C'était le livre qu'il fallait lire. Un succès phénoménal. Et pour se déplacer, les JJSS avaient loué 2 avions, aux frais du journal, bien sûr. Mais son succès l'avait convaincu qu'il pourrait être le Kennedy européen. L'Express était alors à son apogée. C'était son âge d'or. 500 000 exemplaires vendus. Et là, ça ne l'intéressait plus. Lui planait. On l'admirait, sans voir que pour nous, journalistes, les malheurs allaient commencer. Alors JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour Oui. ceux qui ne le sauraient pas. Donc la suite de cette histoire, c'est mai 68, départ du général de Gaulle, Pompidou, que l'Express soutient à l'Élysée, et JJSS, lui, soutient le centriste Alain Poher à l'époque. Oui, ce qui a d'ailleurs représenté le premier hiatus avec l'état-major de la rédaction. Mais ce soutien donne l'idée à Maurice Faure, qui l'a d'ailleurs toujours regretté, de confier à JJSS la rénovation idéologique du vieux parti radical, lequel illico débarque rue de Valois, s'installe dans son bureau pour écrire le manifeste radical. Ce sera Ciel et Terre, encore un gros succès de librairie. Il est l'homme dont on parle partout. Première aubaine, en juin 70, un député gaulliste démissionne à Nancy. Il court s'y présenter, est élu haut la main et se nomme lui-même député de Lorraine. On le regarde autrement, invité aux États-Unis, il fait la couverture du Time, du New York Times. Il est devenu une star mondiale, hélas insatiable. Au retour, il lit dans le Figaro que suite au décès de son suppléant, Chaban doit revenir devant les électeurs à Bordeaux en septembre. Eh bien, il décide d'y aller, alors que sa femme vient de s'installer à Nancy avec les enfants. Tout le monde tente de le dissuader, en vain. Est-il génial ou est-il fou ? Ose écrire Georges Suffert dans son propre journal. Chaban est réélu. JJSS a fait campagne en engloutissant la moitié des profits du journal. Gros problème. Alors l'état-major de l'Express démissionne derrière Claude Imbert. Le journal est décapité. Qui va le remplacer ? Je peux juste vous assurer que ce ne sera pas Philippe Grimbach, m'avait juré Françoise Giroud. Elle n'avait jamais aimé Philippe Oui. Grimbach. Non, c'est qu'elle le connaissait bien et il était précédé d'une réputation de grand caractériel. Alors on a vu arriver un grand type aux cheveux grisonnants, profil de condottière, de l'allure certes, mais absolument imbuvable. Et là, vous allez éprouver très vite son emprise sur la rédaction. Oui, alors élu président du parti radical, exit Maurice Faure, JJSS avait noué une alliance avec Jean Le Canuet, le mouvement réformateur en vue des élections législatives de 73, absolument persuadé qu'il allait terrasser ces gaullistes honnis, c'était son obsession. Donc pendant 6 mois, le journal publiait à la une les 100 députés menacés. Étant en charge des gaullistes, Grimbach m'envoyait sur le terrain. Je faisais l'enquête, je voyais tout le monde, je revenais, j'écrivais mon papier, souvent pour dire que selon mon enquête, le député gaulliste avait des chances d'être réélu. Une grosse colère de Grimbach qui me jetait le papier à la figure et faisait réécrire mon enquête par André Potard qui écrivait ce que JJSS avait envie de lire. Évidemment, je refusais de signer. Idem chose pour Michel Cotta. Il n'empêche, Grimbach me renvoyait sur le terrain avec ses injonctions menaçantes. Climat de terreur, je le détestais. Il me méprisait grave, comme on dit. Et François Giroud avait baissé les bras. Il n'y avait que Jean-François Kahn qui avait osé s'offusquer. Il était viré du journal. 93 des 100 députés gaullistes menacés étaient réélus. Le mouvement réformateur en gagnait 34. Bon, et la suite de cette histoire, Catherine ? Eh bien, Giscard, soutenu par l'Express, entre à l'Élysée. JGSS devient ministre des Réformes, pas pour longtemps, 9 jours. Et puis Françoise Giroud entre à son tour au gouvernement. Michel Cotta et moi avons quitté l'Express. Et Grimbach est le seul journaliste auquel elle et moi n'avons plus jamais dit bonjour lorsqu'il nous arrivait de le croiser. Et en 77, JJSS a vendu le journal au milliardaire Jimmy Goldsmith, sans même prévenir Françoise Giroud. Exit Grimbach.
la fin d'une belle histoire. Voilà, l'ombre Grimbach est derrière l'étoile filante Servan-Schreiber que vous avez connue, Catherine Ney. Merci pour ces souvenirs. Et d'ailleurs, on peut prolonger avec vos souvenirs, vos mémoires, Absolument. qui racontent d'ailleurs toute cette histoire-là, Oui. cette année 73 notamment. Et la suite, oui. Et la suite, et voilà. Et puis pour l'histoire Philippe Grimbach, vous lisez ça dans l'Express. On en avait eu le résumé avec Olivier Delagarde hier matin, qu'on va retrouver dans un instant, Olivier, pour savoir ce que l'on lit dans les journaux ce matin. Allez, à tout de suite. À sur tout de Europe suite.